Bonjour Béatrice Houchard. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Opinion. D'habitude, vous êtes plutôt à cette place que j'occupe et vous interviewez des invités. Si vous êtes à cette place-là ce matin, c'est parce que vous publiez Le fait du prince chez Calman Lévy, petits et grands caprices des présidents de la Ve République. C'est une histoire des petits et grands moments, des petits et grands secrets, ou des grandes décisions d'ailleurs de ces animaux très particuliers qui sont les politiques. Des anecdotes, les lecteurs les découvriront, des anecdotes qui révèlent des rapports de pouvoir et la vraie nature des dirigeants politiques. D'abord, sur les rapports de pouvoir, on sent tout au travers du livre que vous avez scruté particulièrement, au travers de ces faits du prince, les rapports entre un président de la République et ses premiers ministres. Quels sont les faits les plus marquants, selon vous? Oui, parce que c'est l'une des particularités de la Ve République et de la France au milieu des autres pays européens. Un président et un Premier ministre. Un Premier ministre qui, théoriquement, gouverne, mais quand on a un président de la République élu au suffrage universel, forcément, c'est lui le chef. D'ailleurs, Emmanuel Macron le répète beaucoup. On le voit assez bien en ce moment, je suis le chef, et les autres l'ont dit aussi. Nicolas Sarkozy le disait aussi. Donc c'est toujours difficile de trouver, de trouver une bonne répartition des pouvoirs. Alors, en période de cohabitation, c'est simple, c'est le Premier ministre qui devient le patron, même si le président existe et peut avoir un pouvoir de nuisance. Oui, absolument. On l'a vu, notamment François Mitterrand faisait ça très bien, matière, notamment face à Jacques Chirac, Premier ministre, dans la première cohabitation. Et sinon, il faut trouver un modus vivendi, et ça se termine parfois avec un système, par exemple Sarkozy-Fillon, où on a l'impression que le Premier ministre voit passer. Alors non pas les dossiers, parce que le Premier ministre reste le patron de l'administration. C'est le patron des rouages du gouvernement. Ce qui n'est pas rien, mais a finalement peu d'impact sur les décisions elles-mêmes. Alors, sur le fait du prince, c'est-à-dire cette décision qui s'appuie sur une lecture constitutionnelle des institutions, mais qui relève de la décision personnelle, on voit très bien dans les rapports président-premier ministre, par exemple, le fait du prince exprimé au moment du limogeage, j'allais dire du licenciement du Premier ministre. Un des faits les plus marquants, les plus célèbres, c'est le départ de Pierre Messmer. Racontez-nous. Le départ de Jacques Chaban-Delmas, remplacé par Pierre Messmer, Pierre Messmer, à qui le général de Gaulle semble dire soyez gentil, signez-moi cette lettre de démission. Oui, alors il y a une légende que j'avais envie d'aller voir un petit peu derrière ça, une légende qui dit le Premier ministre, quand il arrive, il signe une lettre de démission sans la date. Une lettre en blanc. Voilà, une lettre en blanc, puisque la Constitution fait que normalement le président ne peut pas obliger le Premier ministre à partir. Dans les faits, évidemment, il le peut, sinon ça bloque tout le système et personne ne peut résister bien longtemps. Et il y a effectivement l'épisode, d'abord l'épisode Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre de Georges Pompidou, qui va chercher un vote à l'Assemblée nationale, un vote de confiance pour essayer de gagner le bras de fer face au président de la République. Finalement, il est obligé de partir. Et il gagne le vote, mais il gagne le vote. Et quelques semaines après, Georges Pompidou le remercie quand même. Il avait signé aucune lettre, et du coup, Georges Pompidou se dit ce serait peut-être bien de prendre des précautions pour le suivant. Et le suivant, c'est Pierre Messmer. Et il lui fait signer une lettre qui n'est pas une vraie lettre de démission, qui est une lettre que j'ai retrouvée aux archives nationales, qui est le jour où vous estimerez que vous devez me virer, vous me virerez, Monsieur le Président. Voilà. Bon, ça c'est dans les limogeages. Dans les nominations aussi, il y a évidemment le fait du prince, on nomme des amis, des membres de la famille, où on essaye. Quelques anecdotes là-dessus? Sur les premiers ministres ou plus généralement? Alors, sur les nominations, c'est un pouvoir. Certains disent c'est le vrai pouvoir, c'est la vraie jouissance du pouvoir, c'est la nomination. Quand finalement on va voir ce que ça donne avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais quand les marges de manœuvre politiques ne sont pas si grandes que ça, quand on a du mal à agir sur la situation économique, sur résorber le chômage, François Hollande l'a appris à ses dépens. En revanche, le pouvoir de nommer, alors non pas sa concierge à l'hôtel Matignon, mais de pouvoir nommer, alors parfois pour promouvoir et parfois pour éloigner, pour obliger, pour ensuite avoir non pas à sa botte, on va pas le dire comme ça, même si c'est un petit peu ça, récompenser quelqu'un pour ensuite être sûr de l'avoir pour fidèle en tout cas. Et ça arrive aussi avec sa famille, et là on est plus de l'ordre du caprice, on connaît le célèbre Papa Madi. Papa Madi, Jean-Christophe Mitterrand, le fils. Et on a vu qu'il y a eu quand même eu deux fils de président de la République qui ont été l'un et l'autre plus jeune conseiller général de France. On pense beaucoup à Jean Sarkozy parce que c'est plus récent. Bien sûr. Il y a eu Henri Giscard d'Estaing, l'un des fils de Valéry Giscard d'Estaing. Qui n'a pas fait de politique qui ensuite est parti dans l'entreprise, notamment au Club Med, mais sur lequel son père veillait avec attention et mettait même un corps préfectoral à sa disposition, si j'ose dire. Et ça n'a pas toujours très bien tourné. Le fait du prince révèle aussi la nature ou le penchant, en particulier en matière de culture, d'un certain nombre de dirigeants. On peut nommer, vous le disiez,
c'est un des plaisirs, une des jouissances de ce poste. On peut aussi lancer des grands travaux. Et là, on se révèle, on révèle sa personnalité ou son attachement aux arts. Laisser une trace. Alors, c'est Georges Pompidou avec Beaubourg, c'est François Mitterrand avec les nombreux travaux, le Grand Louvre, la pyramide du Louvre, la bibliothèque, l'Opéra Bastille, etc. Sûr. Chirac avec le musée des Arts Premiers. La pression de dire, pour qu'on parle encore de moi, il faut laisser une trace, un peu comme les rois avec le château de Versailles. Pompidou, Mitterrand, Chirac, et ensuite Chirac, Sarkozy. Sarkozy avec le Louvre-Lens, mais bon, c'est moins spectaculaire. Ils ont été moins attachés. François Hollande, pas de construction de ce Macron, genre. Et puis les budgets aujourd'hui permettent moins ce genre de choses, car ça coûtait très cher. Ouais. Après, il y a un vrai plus. Ça fait Alors justement, l'argent, vous révélez un certain nombre de caprices qui montrent qu'on vivait sur un train très différent, j'allais dire, vraiment autrefois. Une anecdote qui est très révélatrice et que vous mettez en exergue dans votre livre, qui est celle du Falcon et des fromages. Oui, François Mitterrand qui aimait beaucoup un fromage qui s'appelle la jonchée. Et comme il n'en trouvait pas, ou il ne trouvait pas celui qui l'appréciait particulièrement à Paris, un Falcon se posait régulièrement sur la base militaire de Rochefort, en Charente-Maritime. Et une voiture avec chauffeur, gyrophare, allait chercher les fromages. Complètement impossible aujourd'hui. Ce serait possible aujourd'hui. C'est pas seulement une question de budget. Forcément, voilà, pas seulement une question financière. Quelqu'un forcément ferait une photo, la mettrait sur Facebook, sur Twitter, et ça ne pourrait pas. Il y a beaucoup de choses qui ne pourraient plus se faire. La double vie de François Mitterrand, aujourd'hui, totalement impossible. Tout le monde le saurait très vite. Son propre salaire, je veux dire le salaire du président, Nicolas Sarkozy a été célèbre pour avoir augmenté dès son arrivée son salaire. Pour avoir augmenté, et parallèlement, il a fait contrôler le budget de l'Élysée par la Cour des comptes. Il l'a rendu plus transparent. Il a ouvert les livres de comptes. Il a rendu plus transparent. Est-ce que ce n'était pas une bonne démarche ? Ça, c'était une bonne démarche. Alors sur le salaire, il y avait le fait que ses prédécesseurs étant des retraités, ils avaient des revenus que lui n'avait pas puisqu'il était plus jeune. Mais bonne démarche sur la transparence. Et François Hollande a plutôt été économe des deniers sur le fonctionnement de l'Élysée. Alors ce fait du prince, par nature, il révèle une décision, un pouvoir de décision solitaire. Oui, et on trouve à plusieurs reprises dans cette histoire, parce que c'est vraiment l'histoire contemporaine, des exemples de décisions solitaires qui sont très difficiles à prendre. Je pense à une en particulier, dans une confrontation entre François Hollande et Manuel Valls. On est au cœur des attentats de janvier 2015, et qu'est-ce qui se passe ? Bien, une décision doit être prise très vite, puisque les frères Kouachi sont en Seine-Saint-Denis. Dans une imprimerie. Voilà, dans une imprimerie. Il y a la prise d'otage de l'hypercachère au même moment, et les forces de sécurité disent au président de la République, il faut une intervention conjointe pour être sûr que ça se passe le moins mal possible. Donc François Hollande, qui était très Parti socialiste, tout le monde donne son avis, on ne vote pas des motions au petit matin, mais presque, fait un tour de table avec son Premier ministre Manuel Valls. On est à l'Élysée dans une espèce de conseil d'urgence. Ministre de l'Intérieur, les gens de la sécurité évidemment, son directeur de cabinet, chef de cabinet, et il fait un tour de table et tout le monde n'est pas d'accord parce que l'avocat d'Amélie Coulibaly a proposé une médiation. S'il y a cette médiation, ça peut peut-être marcher, mais ça retarde aussi le moment d'intervenir. Donc il faut décider, on intervient ou pas. Et Manuel Valls finit par dire à François Hollande, bon, c'est bien gentil, c'est gentil de nous demander notre avis, mais dans cette affaire, c'est toi qui décides. Et là, il y a tout le poids institutionnel qu'il y a sur les épaules du président de la République. Il y a des moments où c'est lui qui décide tout seul, avec des conseils, bien sûr, comme pour envoyer les troupes françaises à l'étranger. À la fin de la journée, comme disent les anglo-saxons. Voilà, à la fin de la journée, le fait du prince. Appuie ou pas sur le bouton. Et ça n'est pas rien quand même. Voilà, le fait du prince, Béatrice Houchard, petit et grand caprice des présidents de la Ve République, c'est chez Kalman Levy, mais au-delà de ces caprices dont vous racontez les meilleurs, c'est toute l'histoire des personnalités qui nous dirigent. Merci Béatrice. Merci.